je vais vous montrer un peu comment, chez Harmonie Mutuelle, on a utilisé le marketing psy. Donc, on a été formé pendant 2 jours, toutes les équipes Harmonie Mutuelle avec Christophe et son associé. Et on a commencé à travailler sur un premier sujet, c'est comment mieux rédiger nos emails pour qu'ils soient plus percutants. On fait beaucoup de campagnes de prospection à base d'emails, de lead gen. Et l'année dernière, on avait un défi, c'était d'arriver à convaincre des prospects, donc des entreprises, relevant de différents secteurs d'activité, d'accepter de rencontrer un commercial chez nous pour parler de la protection sociale. Donc on a utilisé les sciences comportementales et là je vous montre un exemple. Alors c'est toujours dur à présenter un email en séance, mais là vous avez un des emails qu'on a envoyé à des DRH d'entreprises du commerce de gros. Commerce de gros, pas facile, mais pas forcément facile à convaincre, pas facile à décrire. Et donc là vous avez l'email, donc je vais le lire rapidement. Donc l'objet c'était des palettes de garantie au meilleur prix. Bonjour Monsieur Martin, dans votre activité de grossiste, vous jonglez avec des volumes, des délais serrés et une logistique exigeante. Et pour y faire face, vous devez pouvoir compter sur vos équipes. Il faut donc investir sur elles, mais sans alourdir votre trésorerie. Alors comment faire ? Après avoir écouté nos clients grossistes, nous avons conçu des solutions adaptées aux spécificités uniques de votre secteur, avec 1. Des garanties santé et prévoyance de qualité, 2. Des tarifs calibrés, 3. Des outils malins et intuitifs. En clair, des salariés rassurés, un budget préservé et pour vous, plus de sérénité. Et on finissait par une invitation à une prise de rendez-vous rapide et cet email était signé par le commercial lui-même. Si on décortique cet email, vous verrez après qu'il a très bien marché. On a utilisé en fait plusieurs mécanismes que vous a montré Christophe. Le premier, c'est que vous avez vu l'email, il commence par parler du client dans votre activité de grossiste. Donc là, on a joué un peu sur ce qu'on appelle l'effet miroir, empathie. C'est-à-dire que le message, il commence par la réalité de ce que vivent nos clients ou nos prospects, commerce de gros. Vous avez vu aussi qu'on crée ce qu'on appelle une tension cognitive. Il faut investir dans vos équipes, mais en même temps, il faut protéger votre trésorerie. Donc c'était un peu un teasing dans l'email. Christophe vous a parlé de preuves ou de normes sociales. Eh bien, on a joué là-dessus en disant, voilà, après avoir écouté nos clients grossistes, donc on montre qu'on connaît bien le secteur. On a joué aussi, on avait tendance à faire des mails à rallonge. Là, vous avez vu, le mail, il est assez rythmé, il est assez court. Et il y a une simplification cognitive. Voilà, vous avez 3 points à retenir. C'est nous, on vous propose des garanties de qualité, des tarifs adaptés et des outils intuitifs. Et ce qui était bien juste derrière, c'est qu'on associait cette proposition à des bénéfices émotionnels. Garantie de qualité, ça veut dire des salariés chouchoutés, par exemple. Donc voilà, les mécanismes qu'on a utilisés, on en a utilisé d'autres. Ce qu'on fait beaucoup maintenant dans tout ce qu'on fait chez Harmonie Mutuelle, c'est l'effet résumé cerveau. Il y a une phrase choc qui résume à peu près ce qu'il faut retenir. Et s'il y a une phrase que doit retenir notre prospect, c'est celle-ci, c'est en clair, des salariés rassurés, un budget préservé et pour vous, plus de sérénité. Et puis à la fin de notre email, vous avez vu, on n'en fait pas des tonnes. On leur demande simplement si un petit rendez-vous rapide et sans engagement, ça peut les intéresser. Et puis dans tous les emails qu'on a essayé de rédiger, et dont celui que je vous ai montré, vous avez vu que le ton était à peu près assez décontracté ou conversationnel. Voilà, c'est pas du jargon assurantiel, c'est pas du jargon commercial, on reste sur un ton que le cerveau va pas lire forcément comme une publicité. Voilà pour vous montrer un exemple de ce qu'on a fait. C'était un sacré boulot parce qu'il fallait le faire pour une dizaine de secteurs et puis il y a 3-4 emails par secteur, mais on est assez content parce que quand on compare ces campagnes faites par les sciences cognitives ou boostées par les sciences cognitives par rapport à ce qu'on faisait avant, on a multiplié par 3 nos taux d'ouverture. On est sur une cible de prospects purs, donc des gens qui n'ont aucun contrat chez nous. D'habitude, historiquement, on est plutôt à 10% de taux d'ouverture de l'email. Donc on est lu par 10% de la cible. Et bien grâce à ces nouvelles campagnes, on est plutôt sur une moyenne à 30% de taux d'ouverture. Et on a des petites différences selon le secteur d'activité, mais on est quand même assez content d'arriver entre 23 à 36% de taux d'ouverture. Alors moi, je m'occupe du marketing entreprise, mais nos collègues de l'entrepreneur ou du particulier ont aussi bénéficié de cet apport-là. Et sur le particulier, je crois qu'ils ont des taux d'ouverture à 60-70% grâce aux sciences cognitives. Donc c'est assez bluffant le avant-après. Voilà pour le premier exemple. Donc ça vous montre concrètement comment on commence à apprendre à utiliser les sciences cognitives. Le deuxième exemple qui n'a rien à voir, on a utilisé les sciences cognitives pour essayer de concevoir un site web. Le contexte chez Harmonie Mutuelle, c'est qu'on avait un nouveau service gratuit à proposer à 800 000 adhérents. C'est un service sur le dépistage des maladies cardiovasculaires. Donc c'est un dépistage qui est offert, qui s'appelle Mon Bilan Cardio. Et c'est un sujet de prévention. Et vous savez
vous comme moi, que la prévention, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Donc on s'est posé la question comment on allait craquer les freins et les motivations à s'engager dans la prévention. Donc c'est un travail de longue haleine puisqu'on est passé par différentes étapes. On a d'abord analysé, mais finalement les Français, c'est quoi qui les motive ou qui les freine à faire de la prévention au niveau psychologique. Ensuite, on a fait un audit UX et sciences cognitives du site qui existait pour pouvoir ensuite concevoir notre site. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais je peux vous partager la première chose. Donc ça, on avait fait un atelier avec Christophe pour se dire, voilà, c'est assez documenté, hein, les freins à l'engagement concret des patients dans les démarches de prévention sont principalement d'ordre psychologique. Donc on a essayé de craquer tout ça et on a repris une grille de lecture, c'est le modèle COMB, de se dire voilà, ce qui peut empêcher ou motiver un Français de s'investir dans la prévention, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est peut-être des freins sur la capacité physique, sur la capacité psychologique, sur la motivation, sur l'opportunité. Et donc on a essayé de documenter ces différents leviers pour se dire si on devait faire un site web, eh bien voilà comment il devait répondre à ces freins. Si je vous donne un exemple, le deuxième, mon bilan cardio, forcément peut-être qu'il y a beaucoup de... Ah, ça a sauté, j'espère que ça va revenir, voilà, ça va revenir. Si vous prenez le deuxième, sur la capacité psychologique, il y a beaucoup de nos adhérents qui vont peut-être se dire quand on leur envoie une invitation à faire un bilan cardio, c'est pas pour moi, j'ai pas de problème de cœur. Sauf que mon bilan cardio, c'est pas que des problèmes de cœur, c'est des problèmes aussi cardiovasculaires et métaboliques. Donc il fallait, comme défi, décrire extrêmement bien les pathologies dépistées. Autre exemple que je peux vous prendre, c'est le quatrième, la motivation automatique de certains Français, ça va être je fuis tout ce qui est médical, parce que si je vais voir un docteur, forcément, il va trouver quelque chose. Donc pour ça, sur notre site, on a essayé de jouer sur la mémorisation, sur le design émotionnel, pour essayer de contrecarrer cette motivation automatique. Donc voilà la grille de lecture qu'on a posée à peu près sur le papier. Et puis après, on est parti en conception du site. Et là, je vous décrypte un petit peu le site. On a déjà une première lame, la page d'accueil, où déjà, et ça c'est important, on a incarné ce service. Alors, on a un concurrent qui utilise le même service, le concurrent n'apparaît nulle part sur le site. Nous, on s'est dit c'est dommage parce que mon bilan cardio, c'est un service de dépistage, il faut que les gens aient confiance dans ce service. Donc la confiance, elle est apportée par l'incarnation d'Harmonie Mutuelle. La deuxième chose, c'est que le service s'appelle Mon Bilan Cardio, mais c'est assez sec et ça ne veut rien dire. Donc derrière, on a mis un petit slogan qui est un peu un résumé mental, c'est 10 pathologies dépistées pour agir plus tôt et plus vite sur votre santé cardiovasculaire. Et on porte des bénéfices tangibles. On a joué aussi sur la version à la perte parce que c'est un service qu'on offre gratuitement à nos adhérents. Il coûte 66 €. Donc il y a une petite phrase qu'on ne voit pas forcément ici très bien, mais c'est un service d'une valeur de 66 € et ça vous est offert en tant qu'Harmonie Mutuelle. N'attendez plus pour en bénéficier gratuitement. Donc là, on crée une petite tension. Voilà, c'est un service cadeau, dépêchez-vous, sinon vous allez le perdre. Ensuite, si je défile le site, on a une petite lame qui fait peur, mais à vocation de convaincre, parce que les maladies cardiovasculaires, c'est la deuxième cause de mortalité en France, c'est la première chez la femme. Donc on a un discours un peu anxiogène parfois, mais ça marche assez bien, les déclencheurs émotionnels, sur la peur et l'urgence, tout en essayant de créer un sentiment un peu contrôlé de menace pour se dire ok, il y a une menace, mais on a la solution pour vous aider. Ensuite, sur le site, assez régulièrement, un dépistage cardiovasculaire, ça peut faire peur, donc on rassure en disant que c'est assez simple, que l'effort n'est pas incommensurable. Donc il y a une simplification extrême dans tous nos discours, on dit pas trop de jargon médical, vous inquiétez pas, c'est accessible pour tout le monde. Et puis on a le CTA, je fais mon bilan, qui est présent partout sur le site. L'idée, c'est de réduire la friction sur un acte de prévention. Ça, je vais passer rapidement. Christophe vous a beaucoup parlé de la norme sociale, la preuve sociale. Donc là, on joue aussi là-dessus. Déjà 15 000 personnes ont fait leur bilan. On montre des témoignages, on montre aussi des pourcentages de réussite et de gens qui ont changé en fait leur habitude de vie suite au bilan cardiovasculaire. Et ça, quand on est sur la prévention, il faut absolument jouer sur la norme sociale pour essayer de motiver les gens. Et puis la dernière lame, vous l'avez vu aussi tout à l'heure avec le biais d'autorité. Qui dit acte de prévention, on dit forcément derrière un programme fiable et scientifique. Et donc pour répondre à des freins typiques, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas commercial? Eh bien on montre des docteurs qui ont conçu ce modèle de prévention. Donc voilà comment à travers un site, on a essayé de jouer sur les sciences cognitives pour inciter un maximum d'adhérents à faire un dépistage cardiovasculaire. Alors j'ai pas de chiffres à vous donner parce qu'on a lancé ça en novembre 2025, mais on a des premiers résultats qui sont plutôt significatifs. Donc on est plutôt content du démarrage. Voilà 2 exemples pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec les sciences cognitives. Un exemple de prospection d'email pour être percutant auprès de nos prospects et un exemple
conception de site pour un acte de prévention. Voilà, on a fini sur la première partie. On prend maintenant vos questions, si vous en avez. On a une dizaine de minutes avant de faire une petite pause, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour profiter de la présence de notre expert Christophe. Ce sera avec le micro. Merci beaucoup. C'est une question plutôt technique. Je voulais savoir sur la rédaction de l'email, si vous aviez prompté une IA pour vous aider sur la tonalité, par exemple, ou si c'est du 100% jus de cerveau. On l'a fait en début 2025, fin 2024. Donc non, on n'a pas utilisé l'IA. C'était vraiment du jus de cerveau en chambre. L'idée, c'était de s'enfermer pendant 1 ou 2 journées. Donc on a fait ça sur chacun des secteurs d'activité. Donc c'était assez beaucoup d'énergie à dépenser, mais on est en train de réfléchir justement à comment associer l'IA et les sciences comportementales pour aller beaucoup plus vite. Ouais, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Exactement. Merci Flan. Ouais, en gros, la question peut-être à se poser, c'est de se dire c'est quoi la qualité de mes mails aujourd'hui. Alors il y a une question de productivité probablement aussi à rentrer en ligne de compte, mais c'est quoi la qualité de mes mails et est-ce que, par exemple, ChatGPT fait mieux. Alors parfois c'est le cas, selon le niveau des équipes, et donc à ce moment-là, ce serait un petit peu dommage de se priver. La réalité, je ne sais pas si vous êtes des utilisateurs assidus de LinkedIn, mais d'un seul coup, la qualité globale des posts a augmenté de manière très significative, mais en même temps, il y a eu un petit décalage dans le temps, tous les posts se sont mis à se ressembler. Et donc ils sont tous chiants maintenant en fait. Voilà. Et donc si c'est la plume de ChatGPT qu'on reconnaît dans l'email, ça ne va pas vraiment marcher. Voilà. D'autant qu'il y a un truc qui est extrêmement important à prendre en ligne de compte, c'est que votre client, il ne fait pas une différence entre une personne physique et la personne morale qui est votre marque. Et donc il faut qu'il y ait un alignement total entre la manière dont votre marque s'exprime, que ce soit dans la communication, dans la relation client avec des personnes physiques ou sur votre site internet, et la manière dont la marque est perçue. Okay, si votre marque elle est perçue comme une jeune femme dynamique, moderne, machin, etc., et que c'est du chat GPT un peu, vous voyez, en poulet ou qui passe un petit peu trop de crème à reluire, en fait, ça va créer là aussi une dissonance entre la perception que j'ai de la marque et la manière dont elle s'exprime. Et donc, ça va créer un effet de recul de la part des clients. Donc bonjour, merci pour la présentation. Mais alors, vous avez commencé en disant que les techniques cognitives, c'était surtout pas de la manipulation. Et au final, après les quelques minutes de présentation, j'ai l'impression que ça n'est que de la manipulation. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus, parce que finalement, même ce que vous avez présenté pour Harmonie Mutuelle, je me dis, c'est des incitations à faire et dont je n'ai pas forcément besoin. Peut-être que si, mais voilà, ça tourne autour de cette idée de la manipulation. Ouais, alors c'est un sujet qui est difficile parce qu'en fait, c'est pas noir et blanc en fait. Donc entre l'influence et la manipulation, on a un continuum et il n'y a pas un moment une barrière. Voilà. Alors après. On est tous marketeurs, ou en tout cas proches de ces fonctions-là. On a tous comme objectif de vendre plus, de connecter avec plus de clients de manière plus durable, etc. Et donc, en fait, on fait forcément une forme d'influence. Et c'est vrai que c'est difficile de tracer le trait en disant là, je tombe dans la manipulation. Il y a peut-être différents trucs à avoir en tête. Le premier, c'est le quoi. Voilà. Alors, quand je vois, par exemple, que les maladies cardiovasculaires, c'est la deuxième cause chez les hommes, la première chez les femmes, etc., et que, en fait, on peut y faire quelque chose. En fait, là, je me dis, ok, je peux activer les feux. Enfin, après, c'est une question de moralité personnelle, en fait, mais je peux activer les feux. Voilà. Le deuxième truc, c'est de comprendre qu'en fait, par défaut, il y a toujours une forme d'influence. Si ton étalage dans ton épicerie, il est dégueulasse,
en fait, c'est une forme d'influence. Si tu as mis dans tes rayonnages, dans ton supermarché, des produits X ou Y de manière complètement random, mais à la hauteur des yeux des clients, ils vont être plus vendus également. La musique que tu vas diffuser dans ta boutique va également être un facteur d'influence. Donc la question à se poser aussi, c'est probablement, est-ce que je laisse faire la nature ou est-ce que en fait, j'essaye de penser l'expérience client? Oui, mais où sont les garde-fous? Parce qu'aujourd'hui, qui va empêcher l'entreprise qui a des moyens énormes de rentrer dans une démarche de manipulation? En fait, c'est ça la vraie question. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et j'en avais conscience, mais où sont les garde-fous, effectivement? Alors, il y en a pas. Alors, il y a quelques lois qui sont passées contre les dark patterns. Donc, ces trucs-là, il y a une vidéo qui était incroyable il y a quelques années sur comment se désinscrire de Amazon. Genre, il faut 200 clics. Et puis c'est marqué nulle part que c'est là, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de garde-fou au sens du régulateur. Après, pour moi, les deux garde-fous, c'est notre moralité personnelle et donc la réputation aussi de la marque. Et puis ce que j'ai évoqué quand même, qui est de dire que quand le client a le sentiment d'avoir été manipulé, globalement, ça ne crée pas un attachement durable à la marque. Et donc ça nuit davantage à la marque qu'autre chose. Voilà. Donc je pense qu'entre ces deux phares, on sait à peu près où naviguer, quoi. Voilà. Alors juste pour rebondir sur un des éléments que tu as présenté, Florent, c'est compliqué de parler de prévention de santé. Bonjour, la journée est belle et ensoleillée. Et si on parlait de maladies cardiovasculaires, ça plombe un petit peu l'ambiance. Donc c'est assez compliqué. Peut-être le truc à retenir là-dessus, c'est que globalement, parce que vous êtes à votre bureau, derrière votre ordinateur avec vos tableurs Excel, en fait, vous êtes vous-même primé, vous savez, amorcé. Et vous êtes amorcé à vous comporter de manière rationnelle au sens scientifique, voire rationaliste du terme. Et donc, inconsciemment, vous allez être poussé à imaginer votre client en face comme étant lui-même aussi un être essentiellement rationnel, qui prend des choix pensés, réfléchis, décidés. On a vu que ce n'était pas le cas. Et donc, 3 chiffres à retenir, globalement. L'information, donc si je parle à un être rationnel, je lui dis je vais te donner une information, tu prendras en compte l'information et ça va influencer ton comportement. Ok, fumer c'est pas bien. Spoiler, il y a toujours des gens qui fument. Donc l'information, on estime que c'est à peu près 10% d'efficacité. Okay, donc c'est important d'informer ses clients, mais ça suffit pas. Donc on a vu le poids des émotions. J'estime ça à peu près 30% d'efficacité, c'est-à-dire recréer une association émotionnelle positive dans le cerveau du client. Okay, ce qu'a fait très bien Coca-Cola. Coca-Cola, plus gros budget marketing au monde, environ 50 centimes de budget par habitant sur la planète. Et derrière, un seul objectif, créer l'association émotionnelle entre Coca-Cola et plaisir. Il n'y a pas une seule pub qui déroge à cette règle-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait les tests à l'aveugle entre Pepsi et Coca, à l'aveugle, les gens préfèrent le Pepsi, mais massivement, une fois qu'on a la marque, les gens préfèrent le Coca. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un recablage des émotions des gens qui, quand ils voient le Coca-Cola, ça déclenche dans le cerveau les zones du plaisir. Okay, donc ils se disent, voilà. Donc jouer sur les émotions, c'est beaucoup plus efficace, 3 fois plus efficace que de jouer sur la matière, l'information. Et puis le dernier, c'est le contexte, c'est l'environnement dans lequel vous êtes, où vous vous placez avec le client. Là, on est dans une salle qui est grande, aérée, etc. Si on était dans une salle beaucoup plus petite, où il faisait super chaud, les relations seraient différentes. Si on avait fait le truc au pub, ça serait encore différent. L'environnement pèse pour 60% dans nos comportements. Vous allez dans le métro new-yorkais dans les années 70, tout le monde se comportait mal, il y avait des agressions, tout était tagué, les gens laissaient leurs déchets, etc. Et à partir du moment où ils ont décidé de ne plus laisser une rame de métro sortir sans qu'elle soit absolument nickel, eh bien, les comportements des gens ont évolué également. Donc savoir jouer sur le contexte dans lequel vous vous présentez à votre client, c'est quelque chose d'extrêmement clé. Merci. Moi, je suis très attaché à essayer de connecter vraiment avec le client et avec ses vrais besoins et essayer de comprendre ce qu'il souhaite. Et pour tous ces travaux-là, on a souvent besoin d'aller les interroger, d'avoir du feedback terrain, du feedback client. Mais il y a une phrase qu'on entend beaucoup dans le marketing
qui est attribué à plein de gens différents, Ogilvy souvent, qui dit les gens ne pensent pas ce qu'ils ressentent, ne disent pas ce qu'ils pensent et ne font pas ce qu'ils disent. Comment on fait à partir de là, quand on sait qu'on est tous pétris de biais cognitifs et qu'on est tous influencés, pour avoir des vrais retours de ce que les gens pensent vraiment, pour s'appuyer dessus, pour prendre des décisions? Merci Glenn. Alors, la seule vraie réponse, c'est de tester un maximum de choses. Okay, on a quelques grandes idées qui sont données par la littérature scientifique, et donc on sait à peu près dans quelle direction aller creuser, mais la seule vérité véritable, c'est quand même le retour client. Au-delà de ça, il y a quand même quelques techniques. Il y a des techniques qualitatives d'interview qui vont permettre de faire réagir le client de manière spontanée. Plus sa réaction est spontanée, plus elle est vraie, en fait. On avait fait un exemple il y a quelques années, une sorte de jeu de cartes. Donc on abordait les gens dans la rue et on leur disait ok, on est une start-up, on cherche, voilà, et est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions? Et on posait pas les questions, les gens prenaient une carte au hasard et on avait mis des affirmations un petit peu clivantes dessus, genre j'adore mon assureur, tu vois. Bon, et en fait, tu vois tout de suite la manière dont les gens réagissent. Okay, donc, tu sais quelle est l'émotion qui est sous-jacente derrière. Donc, il y a des techniques qu'on appelle d'extraction comportementale qui permettent d'obtenir ça. Et puis, il y a des techniques plus quantitatives. Je citais les tests d'association implicite qui vont mesurer la force des associations que ton cerveau fait inconsciemment avec, par exemple, une marque. Et donc l'exemple que je citais, c'était Novotel. Novotel, ils étaient persuadés, par exemple, qu'ils étaient vus de manière générale comme une marque moyen plus en gamme et très familiale. Okay. Et on a fait ces tests. Donc en gros, on développe une application où on demande aux gens de swiper d'un côté ou de l'autre en fonction qu'ils trouvent que l'adjectif correspond à la marque ou ne correspond pas à la marque. Et on mesure le temps qu'ils font pour le faire. Si on est en dessous de 50 millisecondes à peu près, on sait que l'association elle est très rapide, instantanée. Donc c'est une association inconsciente. Et on en mesure du coup la force sur un panel de gens. Voilà, ça permet de mettre des chiffres sur le fait qu'il y avait une différence incroyable entre leurs clients d'un côté, qui pensaient effectivement que c'était une marque familiale, et puis de l'autre côté, des prospects qui pensent que c'est plutôt une marque haut de gamme et que c'est pas du tout une marque familiale, mais plutôt une marque froide pour businessmen. Voilà. Ça répond ? Ok. Une dernière question peut-être ? Bonjour. Moi, je travaille sur la vente d'un produit logiciel dans le B2B. Et du coup, on travaille pas mal sur des réseaux de franchisés. Et on remarquait par exemple que dans la grande distribution, quand on joue sur la norme et sur l'ego, ça marche pas mal. Dire, tiens, votre collègue qui a le magasin là-bas, il est équipé et puis vous non, ouais. Ça marche pas mal. On avait tenté un peu ce même type de communication sur un autre secteur dans le domaine du transport, avec un autre réseau de franchisés, mais avec des transporteurs. Et on nous a dit, mais ça marche pas du tout chez nous. Le transporteur du coin, il s'en fout complètement que son collègue, il est votre outil. Et peu importe pour lui, du moment que pour lui, enfin s'il voit qu'il n'a pas besoin, c'est pas parce que son collègue l'aura que ça changera la donne. Est-ce que du coup, ce jeu sur les différents levier qu'on a, il a une application un peu différente en fonction des secteurs d'activité, des personas à qui on parle? Est-ce qu'il y a un certain nombre de segments, de personnes et d'entités sur lesquels on peut jouer différemment? Alors merci pour ta question. La réponse n'est pas simple. Les leviers que j'ai évoqués, ils sont globalement universels et ils s'appliquent globalement. Mais effectivement, tu as remarqué juste, selon les secteurs, selon les personnes à qui tu vas présenter les choses, ça va réagir plus ou moins bien. Je suis sûr d'ailleurs que quand je vous ai présenté un certain nombre de trucs, ou quand vous avez vu le film là, avec la fille qui se lève au bip, forcément il y en a toujours qui disent moi je ne me serais jamais levé, quoi, tu vois. Ou alors c'est parce qu'elle est asiatique, ou parce que c'est des Américains. Nous en France jamais on ferait ça, quoi. Voilà. Et c'est pas totalement faux en réalité. Donc l'idée c'est probablement d'essayer de segmenter les choses. Alors effectivement en fonction des secteurs, en fonction des produits. Parfois, tu vas créer plus d'opposition, de réactance, on dit, lorsque tu vas tester effectivement la norme sociale sur telle population. Et puis, ça dépend également des traits de personnalité de tes clients. Donc, en fait, la maille de la segmentation, elle est individuelle, idéalement. Donc, ce qu'on fait, c'est de caractériser les traits de personnalité des clients d'une marque
de manière à créer une segmentation qui ne va pas simplement dépendre de facteurs sociodémographiques comme le multi-équipement, l'ancienneté des clients, etc., mais qui va également mesurer est-ce qu'on est sur des gens qui sont plutôt ouverts aux expériences nouvelles ou plutôt routiniers, est-ce que c'est des gens qui sont plutôt agréables ou qui sont OK avec le conflit, est-ce que c'est des gens qui sont stables émotionnellement, etc. Et on recrée des segments sur lesquels on va pouvoir communiquer de manière différente. Il y a pas mal d'exemples qui ont été montrés par les littératures. Par exemple, il y a quelques années, des publicités sur Facebook qui avaient été faites par Starbucks. Et ils avaient segmenté entre extravertis et introvertis. Okay, et donc, il y avait une pub pour les extravertis en disant Starbucks c'est the place to be, où c'est super cool de retrouver des amis, etc. Machin, voilà. Et puis pour les introvertis, c'était c'est super cool Starbucks parce que tu as le Wi-Fi gratuit, tu mets ton casque sur les oreilles et tu es tranquille pendant 3 heures, personne ne viendra t'embêter. Okay. Et on voyait que le fait d'adapter effectivement le discours et les leviers psychologiques en fonction des traits de personnalité de la cible, eh bien, globalement, on avait une efficacité qui était de plus 50% par rapport à un message qui était médian, voilà, pour la population. Pour terminer cette matinée, on vous propose de jouer. Donc, j'espère que vous avez été tous attentifs. L'idée, ça va de vous faire réagir à des cas de grandes marques. Donc la question, c'est à chaque fois, donc on a 12 cas concrets. L'idée, ça va être de voir si vous devinez comment la marque a utilisé ou subi, puisqu'on va avoir des cas où il y a des marques qui ont subi les biais cognitifs. Donc je vais vous montrer 12 cas, donc 12 marques. Et l'idée, ce sera à chaque fois de regarder si vous trouvez le biais cognitif qui a été utilisé. Et voilà, vous voyez sur l'écran, on l'a peut-être pas dit, mais les raccourcis mentaux, les biais cognitifs, ça peut être utilisé par tout le monde. Qu'on soit dans la grande conso, dans l'agroalimentaire, dans le B2C, dans le B2B, qu'on soit une petite boîte, une grosse boîte, tout le monde peut utiliser cette matière-là. Et là, vous avez quelques exemples qu'on va voir ensemble. Premier exemple, on a Charal. Là, c'est un exemple de packaging produit. Dans un cas, on montre 2 steaks hachés avec 15% de matière grasse, et dans l'autre cas, c'est 2 steaks hachés avec 85% de viande maigre. Donc plutôt que d'afficher que les steaks sont gras, eh bien, il y a le choix de montrer que c'est pas forcément, c'est plutôt maigre. Donc là, il y a un effet qui est vraiment radical sur le consommateur entre ces 2 packaging. Selon vous, qu'est-ce qu'essaye de faire Charal en faisant ça? Élargir la clientèle. Déculpabiliser les viandards, ouais. L'effet qui est utilisé, effectivement, c'est l'effet de cadrage. Il y a un principe qu'on n'a pas vu ce matin, qui est que le cerveau, vous voyez une maison, vous trouvez qu'elle est belle. Vous ne pouvez pas d'ailleurs vous empêcher de penser qu'elle est soit belle, soit moche, soit grande, soit petite. C'est-à-dire voilà, mais quand vous avez dit elle est belle, votre cerveau inconsciemment il dit elle est belle par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que le cerveau n'attribue de valeur que de manière comparative aux choses. Et donc soit vous donnez un élément d'ailleurs de comparaison au cerveau, c'est-à-dire que vous vendez votre produit et vous choisissez vous-même les éléments avec lesquels vous allez être comparé par le cerveau de vos clients. Soit par défaut, c'est eux qui iront chercher des éléments de comparaison que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est toujours intéressant de donner des éléments de comparaison à son client. Là, en l'occurrence, effectivement, je change le prisme. C'est-à-dire que j'attire l'attention sur le fat-free plutôt que sur le gras, quoi. Voilà. Et ça a un effet important. Vous allez le comprendre tout de suite. Vous avez une intervention chirurgicale à faire. Le médecin vous voit, le chirurgien vous voit pour que vous signiez la décharge, vous savez, avant l'opération. Si vous dit 80, c'est vraiment une opération assez courante, standard, dans 90% des cas, ça se passe bien. Vous allez signer serein. Si vous dit sur les 100 derniers patients que j'ai eus, il y en a 10 qui sont morts, c'est la même stat, mais ça ne fait pas pareil. Voilà. Très efficace. On passe au deuxième exemple. Donc pour ceux qui connaissent Yves Rocher, nos voisins qui sont juste à côté, quand vous allez chez Yves Rocher, en magasin, vous pouvez parfois bénéficier d'un diagnostic de peau gratuit, d'un maquillage offert. Et puis quand vous passez en caisse, vous ressortez avec plein de petits échantillons gratuits. C'est ce qu'on appelle les bons plans Yves Rocher. Alors d'après vous, c'est quoi le mécanisme derrière qui se passe dans notre cerveau par rapport à ça? La récompense? Oui, il y a de l'incentive, la récompense, surtout quand on sait qu'on va en bénéficier. Ouais, ça rejoint un petit peu l'ego, surtout si la vendeuse vous a dit allez, vous êtes sympa, et elle vous donne un échantillon supplémentaire, ça marche bien, quoi. Voilà.
Il y a des études là-dessus sur les pourboires. Plus vous avez d'attention personnalisée aux clients, plus vous obtenez de pourboires, de manière très significative. Et alors effectivement, il y a le biais de réciprocité. En gros, on a vu la norme sociale, on a vu l'importance que ça revêtait pour le cerveau de faire partie du groupe social, de ne pas être exclu du groupe social. Une des douleurs les plus fortes dans le cerveau, quand on mesure ça à l'IRM, c'est le fait d'être ghosté par quelqu'un. C'est extrêmement douloureux. Et donc il y a cette règle implicite de réciprocité. Même dans le métro parisien, lorsque vous tenez la porte à quelqu'un, il sourit et il vous remercie. Ce qui n'arrive normalement jamais dans le métro parisien. Donc, parce qu'il y a cette règle tacite qui est de dire ok, voilà, vous m'avez attendu, vous m'avez pas claqué la porte à la figure, j'accélère le pas, je souris, je dis merci. Par ailleurs, ça active un truc qui est proche, qui est la dimension non transactionnelle en fait de la relation. C'est Erwan, dont j'ai fait la connaissance tout à l'heure, qui disait moi maintenant quand je vois une pub de bagnole, je zappe. Okay. Pourquoi ? Parce que ça fait trop marchand, quoi. Et tous, quand on va sur des pages internet et qu'il y a des pubs sur le côté, notre cerveau, il ferme le truc, il ferme les écoutilles et on voit plus les pubs qui sont sur les bandeaux publicitaires. Il a pris l'habitude de plus les regarder. Alors en fait, vous croyez qu'il ne les voit plus, mais en fait, il les voit toujours et ça a quand même un impact inconscient sur votre comportement. Mais globalement, on s'est blindé contre les relations commerciales. Et donc, dès que vous introduisez une dimension non commerciale dans la relation, en fait, vous êtes capable de recapter les clients. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant d'avoir un truc qui est non commercial. Troisième exemple, rien à voir. On passe cette fois-ci à Oral-B, qui ne vend pas n'importe quelle brosse à dents. Donc là, vous avez une pub d'Oral-B. Et effectivement, Oral-B ne vend pas seulement une brosse à dents. Quand vous voyez une pub, ils décrivent très rarement, techniquement, les caractéristiques de leurs produits ou les performances. Ils jouent sur autre chose. D'après vous, sur quoi joue Oral-B ? C'est un exemple assez connu. Sur l'autorité, effectivement, on est vraiment sur un biais d'autorité. On renforce la crédibilité par un expert. Et en l'occurrence, ici, les experts, c'est parce que c'est la marque de brosse à dents recommandée par les dentistes. Donc ça, c'est un exemple assez classique. Assez classique, sur lequel on peut jouer aussi. C'est-à-dire que si l'expert, il y a juste marqué qu'il est expert, un vrai expert, mais il y a juste marqué qu'il est expert, ça va marcher, ok. Si votre expert dentiste ou médecin, il est en blouse blanche, ça va marcher vachement mieux. Si en plus, il a un stéthoscope autour du cou, là, c'est le jackpot. C'est documenté. Peut-être un exemple qui ne marche pas sur le biais de l'autorité. Moi, j'ai en tête Zidane avec Generali. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non. Non ? Mais est-ce que Generali avait pris comme expert Zinedine Zidane ? Et ça avait très très peu marché, puisque le rapport entre Zidane et Generali n'est pas évident à faire. Tu te rappelles pas de ça ? Non, je ne me rappelle pas, non. Ouais. Moi, j'adore cet exemple que je vous ai piqué sur LinkedIn. Tropicana ont changé leur packaging. Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais c'était assez récent. Donc, ils sont passés de gauche à droite. La conséquence, ça a été moins 20% de ventes en 35 jours. Ils ont voulu moderniser leur packaging. C'est le même jus, le même prix, mais c'est moins 20% de ventes en 35 jours. Et donc, forcément, ils sont revenus assez rapidement au packaging de gauche. Là-dessus, il y a pas mal il y a plusieurs explications, donc soyez créatifs. Ouais. Oui, alors ça rompt le pattern de l'habitude, mais c'est hyper important en effet. Oui, c'est ça, exactement. En gros, on passe à peu près 4 secondes pour choisir dans le linéaire. Il y a un exemple proche, Lipton, vous voyez les boîtes de thé Lipton jaunes. Ils avaient changé le packaging aussi, c'est un peu la même histoire. Ils avaient rajouté, pour montrer que c'était plus bio, je sais pas quoi, une feuille de thé, donc verte. Et en fait, les gens disaient alors non, ça c'est du thé vert, il est où mon Lipton habituel ? Et boum, voilà. Parce que en fait, assez rapidement, si on ne retrouve pas ces codes, effectivement, on ne réfléchit pas. Ouais. Voilà, donc biais de familiarité, je reconnais quelque chose auquel je suis familier. Le cerveau confond la familiarité et la vérité. Quelque chose, c'est pour ça que je vous disais que même les pubs que vous ne croyez plus voir sur les bandeaux des pages web,
en fait, votre œil, malgré tout, le voit, puisque l'œil, en fait, en permanence, va regarder ce qu'il y a dans la vision périphérique. Donc, il voit cette pub, il voit les produits. Et donc, la marque va devenir progressivement familière. Et comme elle est familière, il va considérer que c'est une marque de confiance. Voilà. Donc, on se fait vraiment... Alors, ouais, on revient à la question de la manipulation. C'est notre cerveau qui nous manipule, hein, en réalité, souvent. Ouais, par rapport au débat de la manipulation tout à l'heure, là, effectivement, c'est Tropicana qui a subi le raccourci mental de ses clients. Ouais. Alors, et puis, il y a le fait que c'est un peu comme l'histoire de la portière de voiture que j'évoquais, hein, mais vous avez une orange avec la paille dedans, c'est naturel, c'est frais, c'est pas transformé, etc. Donc ça renvoie derrière à une sorte d'imaginaire. Et de l'autre côté, vous voyez un truc qui ressemble même plus véritablement à un verre de jus d'orange parce qu'il est coupé en deux. Bah, on est dans l'extrême inverse du truc transformé, etc. Donc l'affect que ça génère n'est plus du tout le même. Le 5e cas, pas besoin de le commenter, une annonce Airbnb. Il y a plein de biais utilisés par Airbnb. Alors, c'est pas sur la photo, hein, par rapport à ce que tu décrivais tout à l'heure sur les photos. Voilà, c'est pas les photos professionnelles. Les avis, perles rares, ouais. Les lauriers, coup de cœur voyageur. Effectivement, on est sur la preuve sociale, dont on a beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu veux en redire quelques mots. Ouais, non, c'est ça, c'est montrer de manière directe ou indirecte à quel point votre produit remporte des suffrages incroyables auprès de ses clients. C'est pas rare. J'avais fait une analyse sur Amazon pour lequel on avait travaillé. Ils ont des produits qui sont hyper bien notés ou sur lesquels par beaucoup de monde. Voilà, et le même produit, exactement la même photo, mais qui n'a pas les éléments de normes sociales, mais qui est moins cher. Bah, les gens vont prendre le produit plus cher sur lequel il y a beaucoup d'avis. Voilà. 6e exemple, tu as parlé un petit peu d'Apple. Là, ça va être sous un autre angle, plutôt sur les publicités Apple. Quand vous regardez les publicités Apple, ils font exprès de ressembler à une marque de luxe. Donc, que ce soit sur les espaces qui sont épurés, des lumières tamisées, une mise en scène minimaliste, on a l'impression vraiment d'avoir une marque de luxe. Donc, de voir que ce n'est pas simplement une marque technologique. D'après vous, qu'est-ce qu'essaye de faire Apple en faisant ses pubs? Il n'est pas facile celui-là. Flatter l'ego, c'est sûr. Ouais. C'est au moins une partie de la réponse. Ouais, ouais, donc assez chaleureuse. Il y a tout un sujet sur la psychologie des couleurs, effectivement. Et donc, ouais. Absolument. Donc là, on renvoie clairement au code du luxe. Et donc il y a un effet de halo qui se crée, c'est-à-dire que parce que c'est dans l'univers du luxe, on lui attribue des caractéristiques qui sont proches du luxe. Et Apple est extrêmement fort sur le sujet pour faire croire que c'est exclusif. Vous avez un iPhone, vous dites, moi j'ai un iPhone, pas comme tous ces abrutis qui sont sur Android. Ok ? Mais en fait, tu as juste oublié que tu as quasiment 50% de la planète qui a un iPhone. Quoi. Mais tu as l'impression d'être un peu unique. Voilà. C'est un tour de force. Ouais. Exemple que tu connais, un Américain moyen mesure 1m75. Un président américain moyen mesure 1m83. Parce que forcément, pour le cerveau inconscient, si tu es grand, c'est que tu es un patron. Quoi, tu vois. Si t'es petit, ben non. Et on le retrouve dans les échelles de salaire. Là, pareil, c'est une étude américaine, mais pour chaque centimètre, tu gagnes $300 de plus. Voilà, donc effet de halo. Là, je vais vous choquer parce que vous rigolez, donc et c'est bien d'avoir des ascenseurs émotionnels. Quand vous créez des mails, il faut créer des ascenseurs émotionnels, ça marche mieux. Les bébés qui sont moches sont infiniment plus abusés par leurs parents que les enfants qui sont beaux. Les personnes qui sont physiquement attractives sont condamnées 2 fois moins lourdement que celles qui sont moches. Voilà. J'ai bien plombé l'ambiance, hein. 7e exemple qu'on vous propose, pour varier un peu les exemples, donc là on est sur Penny Lane, donc vente de logiciels comptables en B2B. Et si vous cliquez sur « Je suis une TPE », voilà les 3 offres que propose Penny Lane. Donc de manière assez simple, il y a 3 choix. Soit l'offre premium à 79 € avec la petite précision recommandée pour des profils experts en matière de comptabilité.
la formule du milieu surlignée d'une autre couleur à 24 €, qui est la plus populaire, et puis à gauche, le basique pour 14 € par mois. Très bon Vous réflexe. commencez à maîtriser. On est plutôt sur un effet d'ancrage. Alors, Il y a plusieurs biais, mais Ouais, il y a une sorte de contraste en fait entre le 79 et les deux autres prix qui sont beaucoup plus bas. Et là aussi, de manière associative, comparative, ça va nous guider. On parle beaucoup d'architecture de prix. La manière dont vous avez 3 offres classiques. Hein. On dit les gens ils prennent celle du milieu. Oui, c'est globalement vrai parce que on sait que quand on prend celle du milieu, même si on se plante, on sera planté moins que dans la probabilité où on aura pris l'offre premium et qu'en fait, on se rend compte qu'on aurait dû prendre l'offre à 2 balles. Quoi. Donc, effectivement, il y a plutôt cette tendance à prendre le truc du milieu, mais les choses peuvent être un petit peu différentes. Par exemple, si vous avez là une offre à 24 €, une offre à 30 € et une offre à 5 €, eh bien, la probabilité maximale, c'est que les gens vont prendre l'offre à j'ai dit quoi, 28 €, l'offre max à 28 €. Parce qu'ils vont se dire, pour 4 € de plus, j'ai la complète champignon. Quoi. Okay, alors qu'à l'inverse, ils vont se dire, pour 5 €, ça doit vraiment être de la merde pour que ce soit aussi peu cher. Quoi. Okay, donc ça crée plutôt un effet repoussoir. Donc on voit que la manière dont on va présenter les offres les unes par rapport aux autres va être déterminante dans le choix qui sera fait par la majorité. Exemple bancaire, Fortuneo en ce moment, du 17 février au 27 mars, on a 250 € offerts si on ouvre un compte chez Fortuneo. C'est la version à la perte. C'est ce qu'a montré Christophe avec ton graphique. Hein. Si je peux gagner 250 € devient mentalement, je perds 250 € si en plus je ne l'ai pas fait avant le 27 mars, eh bien on essaye de montrer que perdre fait agir. Donc voilà, donc c'est le fait de ressentir une douleur plus forte quand on peut perdre quelque chose. Tout ce qui touche à la rareté, hein, le biais de rareté, c'est lié à la version à la perte aussi. Hein. Les caddies de PQ pendant le Covid, quoi. Enfin, vous voyez, clairement, voilà, le biais de rareté, c'est un élément qui nous fait renforcer la perception qu'on a de la valeur du produit. Quoi. Voilà. Donc la rareté, ça peut être le nombre de produits disponibles, mais ça peut être le temps, effectivement, comme ici, ça peut être la personne avec qui je vais parler. Voilà. Le directeur commercial peut vous recevoir. Mais il part en vacances dans 2 jours. Ah ben ok, je vais avancer mon rendez-vous. Okay. Alors je pense que tu as donné une partie de la réponse sur le prochain, mais c'est pas grave. Non, mais c'est très bien. J'adore cet exemple, c'est Asphalt. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque de vêtements qui ont un peu fondé leur système sur la précommande de manière dans une fenêtre de temps assez limitée. Et effectivement, vous n'avez pas le même prix si vous achetez la chemise en précommande. Et en plus, vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un stock, puisqu'ils ne sont pas très fans des stocks permanents. Donc d'après vous, quel est le mécanisme sur lequel a fondé un peu sa réussite Asphalt? Ouais. C'est ça, on rejoint un petit peu ce mécanisme lié à la version à la perte, et puis également un biais cognitif qui nous fait penser que parce que c'est rare, c'est cher, quoi, ou ça a plus de valeur, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Quoi. Ouais. Alors on a eu un débat avec Christophe sur cet exemple, sur comment on l'analysait. C'est le cas Spotify, donc pour ceux qui sont abonnés à Spotify, peut-être qu'en fin d'année, vous recevez un petit mail. Je ne sais pas quelle forme ça prend, parce que je ne suis pas abonné Spotify, mais vous recevez un petit message avec en fait toute votre récapitulatif de l'année musicale, et puis ça vous met une petite analyse de personnalité en disant voilà, tu as une personnalité musicale éclectique. Donc ça, ils ont lancé ça, je crois, en 2020, et ça a cartonné, puisque quand vous recevez ce petit message, et bien après vous le partagez sur les réseaux sociaux, donc c'est devenu un buzz sur les réseaux sociaux. Et du coup, plein de boîtes ont fait la même chose, la SNCF fait la même chose, et personne ne le partage sur ses réseaux sociaux. Tout ce qui touche à l'identité est extrêmement puissant. Si une marque me permet d'exprimer au monde qui je suis, l'attachement que je vais développer pour cette marque, elle va être hyper forte. Okay, je suis un fan de Harley Davidson, par exemple. L'idée qu'Harley Davidson puisse disparaître m'est intolérable, parce que quand je mets mon cuir, que j'enfourche ma Harley, ou simplement que j'ai un t-shirt Harley Davidson, je vous montre à quel point je suis un gars cool, un rebelle, tout ça, quoi. Tout le monde t'imagine comme ça. C'est ça, ouais.
Donc la marque dit quelque chose, la marque dit quelque chose de moi, et donc je rejoins ma tribu, l'appartenance à ma tribu, effectivement, je sais pas qui a dit ça. Voilà. Et donc là, il y a probablement effectivement un petit peu de cet aspect-là. Il y a l'effet de dotation. Donc j'ai évoqué le fait que quand on touche quelque chose, un objet, par exemple dans un magasin, etc., notre cerveau interprète qu'il est déjà un petit peu à nous. Là, en l'occurrence, Spotify joue sur le fait que plus j'utilise l'application, mieux elle me connaît, plus elle est personnalisée pour moi. Et lorsque je suis un mélomane, ce qui n'est pas mon cas, et que du coup les recommandations qui me sont poussées par l'application sont de plus en plus pertinentes, la valeur que j'attribue à l'application, elle devient énorme. Et donc la probabilité que je quitte l'application pour aller sur Deezer, elle devient de plus en plus faible. Et puis, je vais citer quand même ton analyse, qui était très bonne aussi, Florent. L'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est le fait de... On ne se connaît pas, quel est ton prénom ? Claire. Claire, je t'observe depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a en toi une grande sensibilité, mais que les gens n'en ont pas toujours conscience. Bon, j'arrive pas à être sérieux, mais bon, ça marche pas. Mais au fond d'elle, je suis sûr que Claire, elle dit, ben ouais, ouais. Ok, mais j'aurais dit ça à Sophie à côté, à Jean au fond, ou à Erwan, ils auraient dit, mais ouais, mais c'est tellement vrai, quoi. Ok. Donc quand on dit, je sais plus ce qui avait marqué, mais ouais, t'as une personnalité musicale éclectique. T'es pas un beauf. Bah, on est tous d'accord, on a l'impression que c'est hyper personnalisé, mais en fait, tout le monde s'y reconnaît. Duolingo. Je dis rien d'autre. Je ne sais pas si vous connaissez Duolingo. D'après vous, c'est quoi le mécanisme derrière quand vous commencez à jouer, à vous former sur Duolingo ? Il y a beaucoup de choses dans Duolingo. Le truc qu'on a mis en avant, c'est l'effet Ikea qui, à partir du moment où vous co-construisez le produit, vous lui attribuez plus de valeur. Je ne me sens pas de tomber dans les chiffres, mais on demandait à des gens à combien ils étaient prêts de revendre le meuble Ikea qui venait de monter. Globalement, le prix qu'ils émettaient, c'était plus 30% par rapport au prix où il l'avait acheté, quoi. Okay. Donc d'un seul coup, même s'il était monté à l'envers, il avait plus de valeur. Voilà. Donc plus on peut associer le client à la construction du produit, à sa personnalisation, plus il va lui attribuer de valeur. Et j'ai entendu l'effet d'engagement également qui est hyper fort. Vous savez, alors, je ne suis pas un expert de Duolingo, mais c'est une appli comme d'autres, comme Snapchat, qui fonctionne avec des streaks. Donc en gros, chaque jour, en fonction des actions, on acquiert, voilà, en l'occurrence, une sorte de chaîne. Tu avais l'air de connaître Duolingo. Mais donc, si on utilise Duolingo tous les jours, on a une sorte de chiffre ou de chaîne qui montre qu'on a utilisé pendant 153 jours le truc sans... Voilà. Et on est fier d'avoir ce streaks, cette chaîne. Voilà. Et voilà. Et quand on ne l'utilise pas, elle se pète. Et j'étais à 258 et parce que j'étais malade, j'ai oublié d'utiliser. Mais c'est une angoisse métaphysique pour les gens. Au point que, et sur Snapchat, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Snapchat, mais là, c'est des petites flammes sur Snapchat que vous gagnez avec les gens avec qui vous communiquez souvent. Et ben voilà, exactement, c'est le point où je voulais en venir. C'est que les gens étaient tellement désespérés d'avoir perdu leur flamme ou leur chaîne sur Duolingo qu'ils ont dit on fait comment ? Et Duolingo au début a dit bon, vous ne le dites pas, mais pour 10 €, on peut vous reconstituer votre chaîne. Et pour terminer, dernier exemple, on était obligé de terminer par un exemple breton. Yes. Tipiak, vous connaissez tous, je pense, les pubs Pirate. télé pirates de Tipiak. Selon vous, à travers ces pubs télé, qu'est-ce qu'essaye de faire Tipiak ? Là aussi, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a de l'affect, c'est sûr, ouais. Il y a effectivement un fort biais d'authenticité. Est-ce que en réalité, ça a été fait par des grands-mères en Bretagne ? Ouais, la semoule, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas comment elle a été faite, etc. Mais autant on a,
prends un pâté ENAF, tu sais que les produits, la fabrication, ça vient de Bretagne. Là, Tipiac, je sais pas, je n'ai pas été regardé, c'est peut-être le cas, mais en fait, pas forcément du tout. D'ailleurs, ils ne le disent pas, mais on l'induit. Ouais. Voilà pour les quelques exemples qui vous montrent que ce qu'on a essayé de vous montrer ce matin, ça peut s'appliquer à n'importe quel univers, n'importe quelle industrie, et pour des petites, des grandes, des moyennes boîtes, et puis que ça touche le packaging, la pub, les sets digitaux, les parcours de vente. On peut s'amuser sur plein de choses avec les biais cognitifs. Le branding aussi qui est important. Merci pour votre attention.